Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les places nettes, ça part d'une bonne intention, évidemment, on va pas nier cela. Mais la réalité, c'est que quand vous interrogez les policiers sur leur activité par rapport au narcotrafic, ils ferment un point de deal à 9 h et à midi ou à 17 h, le point de deal a déjà rouvert. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'arrivez pas à enrayer et à reconquérir les territoires perdus de la République, vous ne pourrez pas enrayer le trafic de drogue. Et à assécher l'économie aussi. Et donc, effectivement, il faut poser les constats sur le trafic de drogue. Le trafic de drogue est détenu par ce que l'on appelle, enfin, les territoires perdus de la République sont détenus par ce qu'on appelle la loi des caïds et la loi des imams. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les caïds qui, justement, par le narcotrafic, arrivent à bâtir une économie parallèle. Et effectivement, dans le reportage que vous montriez, l'économie du trafic de drogue, c'est entre 3 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait vivre 250 000 personnes sur le territoire, sur les 5 millions de gens qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville. Et puis d'un autre côté, vous avez une culture parallèle effectivement sur lequel s'est bâti notamment l'islamisme pour partie. Et donc vous avez des territoires qui sont véritablement en rupture. Et donc pour lutter contre le trafic de drogue, là où Bruno Retailleau a raison, c'est qu'il faut mettre en place une politique qui soit globale. Reconquérir les territoires perdus de la République, donc parce que si vous ne luttez pas contre les caïds et les narco-racailles, vous n'y arriverez jamais. Et puis ensuite après, avoir une action diplomatique forte, parce que la plupart de la drogue consommée en France est importée, donc elle est produite à l'extérieur. Donc il faut mener des actions commerciales, voire éventuellement militaires, comme les États-Unis l'ont fait dans les pays d'Amérique latine pour lutter contre le trafic de drogue, là où il est produit, c'est-à-dire dans les pays d'Amérique latine ou dans le Maghreb notamment. Et puis après, vous avez une action sur les consommateurs, parce que tant qu'il y a des consommateurs, il ne peut pas y avoir de producteurs ou de revendeurs de drogue. Geoffroy Lejeune, encore la semaine prochaine, on l'entend. Oui. La réalité, le problème de cette question-là que pose Gérald Darmanin, c'est le désarmement depuis des années, des décennies, de l'État régalien, au profit notamment de l'État nounou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'État régalien est faible en France, par exemple sur les moyens de la justice. Nous, on avait travaillé sur cette question-là. La France dépense 2 fois moins par habitant que des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas aujourd'hui. Et dans la justice, l'administration qui est le plus clochardisée, c'est l'administration pénitentiaire. Et aujourd'hui, tant que vous ne rendez pas des moyens aux agents de la pénitentiaire, tant que vous ne revalorisez pas ces métiers-là, tant que vous n'investissez pas dans les prisons, tant que vous ne construisez pas de places de prison, ce qui explique, il va revenir aussi après pourquoi il n'y a pas de places de prison aujourd'hui nouvelles en France. Mais tant que vous ne faites pas cela, effectivement, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir les mesures nécessaires pour pouvoir lutter contre le trafic de drogue tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez de plus en plus de narcotrafiquants qui se disent que finalement, c'est plus simple d'organiser le trafic de drogue en prison, parce qu'au moins ils sont en sécurité, parce qu'à l'extérieur de la prison, à Marseille, vous avez 49 morts par règlement de compte et par balle. Donc, et puis surtout, le business continue, donc la peine finalement n'est pas si impactante que ça. Et en plus de ça, avec tout le dysfonctionnement de la chaîne pénale et de la politique de justice en France, avec les réaménagements de peine, vous restez pas très longtemps en prison, même pour narcotrafic. Donc c'est vraiment un sujet qui est global à adresser par les pouvoirs publics, me semble-t-il. Et on va parler justement du mobilisme qu'au grand changement. Ah oui, effectivement. Après, je pense qu'il faut prendre un moment donné, il faut que chaque parlementaire se mette en face de ses responsabilités. Et lorsque l'on analyse, et vous savez que nous on analyse beaucoup les enquêtes qualitatives d'opinion, on voit que sur les questions de sécurité, les Français réclament davantage de sécurité. Ça existe depuis des décennies en réalité. Il y a eu un consensus dans la classe politique pour ne pas voir ce sujet-là, mais les Français veulent plus de sécurité. Et surtout, lorsque vous regardez plus qualitativement, désormais, la principale préoccupation des Français vis-à-vis de l'insécurité, c'est que la justice, aujourd'hui, n'accomplit pas son rôle. Ce n'est pas la police qui est en cause, c'est la justice. Et donc ensuite, après, vous arrivez à ce point, comment vous faites pour résoudre le problème ? Le problème, c'est que vous avez effectivement une question de moyens. Mais une fois qu'on a parlé des moyens, comme on vient de le faire, on n'a pas tout dit. La réalité, c'est qu'il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une justice qui est politisée, qui est militante et qui ne prononce pas... On a vu les réactions, par exemple, du syndicat national de la magistrature à la nomination de Gérald Darmanin, qui n'avait encore pas parlé à ce moment-là. Exactement. Et si on rompt pas avec cette logique-là, alors même que la prison, normalement, c'est quoi la prison ? La prison, les objectifs d'une prison, les principes d'une prison, c'est d'enfermer les gens qui sont nuisibles pour la société afin de protéger la société. Pourquoi ? Pour éviter la récidive d'une part, donc pour que les victimes ne se sentent pas traquées par les coupables, et puis d'autre part pour pouvoir justement arrêter de penser à ce qu'aujourd'hui font une grande partie des juges, c'est d'imaginer la prison comme une école de la deuxième chance. Et donc on arrive avec, je vais illustrer avec un chiffre qui me paraît important, c'est le bilan des émeutes. Nous on a travaillé sur la question du bilan des émeutes de l'été dernier 2023 et la réponse judiciaire. Tout le monde s'est gargarisé de dire la réponse judiciaire a été rapide et efficace. Quand on regarde dans le détail, effectivement, elle a été rapide. 60% des émeutiers qui ne sont pas mineurs sont passés en comparution immédiate, ce qui est plutôt positif par rapport au reste des autres affaires dans le pénal. Mais pour autant, le prononcé de la peine moyen, alors que des émeutiers ont saccagé des écoles, saccagé des magasins, cassé des gens, attaqué, se sont empris des personnes, le prononcé moyen de la peine, c'est 8,9 mois.
Sauf qu'en France, quand vous avez 8,9 mois, vous n'avez pas en prison. Voilà. Et donc, tant que les juges n'appliquent pas les lois et ne prononcent pas des peines qui sont plus fortes, alors effectivement, on aura toujours un problème d'impunité dans notre pays. Geoffroy Lejeune. Et le problème que vous posez était effectivement juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, sur l'acheminement d'eau, une problématique qui est que la France, enfin, l'État français, considère avoir effectivement envoyé acheminer 20% des besoins de l'eau de l'île. Or, la réalité, c'est que tout n'est pas acheminé auprès des populations, parce qu'aujourd'hui, les services publics de proximité, les services essentiels, l'eau, l'électricité, etc., ne sont pas assurés après la catastrophe. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où les Mahorais, qui, il faut le rappeler, sont hostiles au bloc central, puisqu'ils ont voté à plus de 40% pour le Rassemblement national et à plus de 20% pour la France insoumise lors de la dernière élection présidentielle, sont très critiques à l'égard du gouvernement. Et il faut aussi ajouter que François Bayrou est quand même nul sur cette question-là de Mayotte depuis le début. C'est violent, ça, mais... Non, mais je peux illustrer. Dans un premier temps, il y a eu le conseil municipal de Pau. En plus, il y a eu les propos lorsqu'il a répondu à la question de Mathilde Panot, où il était complètement à côté du sujet. Et puis enfin, maintenant... En disant que Mayotte n'était pas sur le territoire national, notamment. Exactement cela. Et enfin, je terminerai dessus, c'est qu'il n'amène pas a priori Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dans le déplacement interministériel à Mayotte la semaine prochaine. Et donc, quel est le message qui est envoyé? Ça veut dire, effectivement, peut-être que pour François Bayrou, la question de la sécurité et de l'immigration n'est pas prioritaire à Mayotte. Or, aujourd'hui, Mayotte, il faut le dire, est l'avant-garde des problèmes que l'on va rencontrer sur l'Hexagone, avec une crise migratoire délirante. Il faut rappeler qu'un tiers de la population est clandestin aujourd'hui à Mayotte, une insécurité liée à l'immigration qui est évidemment très importante à Mayotte, bien plus supérieure qu'au niveau national. Et puis vous avez un dernier point, c'est la question de la pauvreté, avec 77% de taux de pauvreté. Donc Mayotte est à l'avant-garde de ce que pourrait devenir la France, et pour autant le Premier ministre n'a pas pris la mesure des enjeux de cette île et de cet archipel. On va parler justement de la visite de... pose assez rapidement les solutions concrètes s'il veut calmer la population. Tout à fait. Et vraiment, le péché originel, c'est cette arrivée d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi Emmanuel Macron est arrivé? C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que François Bayrou, avant qu'Emmanuel Macron arrive à Mayotte, avait été nul sur la question. Et donc le président, le chef de l'État, a repris en main le sujet. Le problème de ce qu'a fait Emmanuel Macron à Mayotte, c'est ce qui a été dit dans votre reportage, c'est que les gens ont la sensation de s'être fait humilier. Pourquoi? Parce qu'il a dit le problème, que quand il a eu ces altercations, c'est pas la situation à Mayotte, c'est que les gens votaient RN, c'était des militants du Rassemblement national et des militants de Marine Le Pen. C'est ce que le président de la République dit, alors qu'il doit entendre la colère des Mahorais après effectivement la catastrophe environnementale et après les 40 années de délaissage d'un point de vue de politique publique. Et puis il y a un autre problème sur le président de la République, c'est la question migratoire. La question migratoire à Mayotte, elle est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un pays, les Comores, qui dicte la politique migratoire, et aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent à Mayotte. Pourquoi? Parce qu'en 2019, le président de la République était arrivé à Mayotte pour signer un accord avec les Comores, 150 millions d'euros donnés en aide publique aux Comores pour qu'eux gèrent leurs frontières et empêchent les Comoriens de basculer vers Mayotte. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Un an après, le président des Comores s'est lavé les mains sur cet accord. Il a complètement cassé l'accord, il a marché sur Emmanuel Macron et de fait, aujourd'hui, il considère que Mayotte, c'est une île de l'archipel des Comores. Et donc, il ne voit aucun inconvénient à ce que des Comoriens puissent immigrer largement sur le territoire de Mayotte. Et donc, vous avez une île qui se retrouve prise en otage par la politique d'un chef de l'État. Et ce qui me semble être totalement désastreux au regard de la place qu'a Mayotte dans la stratégie, comme l'a rappelé Joseph, dans la stratégie ce qu'on pourrait appeler l'Indo-Pacifique. Le président de la République veut faire l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire que la France, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, se déporte sur l'Indo-Pacifique parce qu'aujourd'hui, c'est la zone économique qui est la plus importante, c'est 60% du PIB mondial. Ce n'est plus l'Atlantique Nord, comme ce que fait Donald Trump d'ailleurs, c'est pour ça que lui va vers la Chine. Et pour autant, on est en train de perdre et Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sous Emmanuel Macron. Donc on est face à aujourd'hui un bilan qui, sur la question de Mayotte et des Outre-mer plus globalement, est un désastre. Je regardais. A priori, normalement, une telle administration, ça répond à deux objectifs. Le premier, c'est effectivement, comme a dit Geoffroy, c'est de porter un sujet d'un point de vue politique dans le cadre justement d'une action rattachée par exemple au Premier ministre directement, et donc de porter un sujet sur la santé mentale ou là, par exemple, en l'occurrence, la protection de l'enfance. Le deuxième aussi enjeu, c'est d'avoir pour des acteurs, notamment de la société civile, des fédérations, des syndicats, avoir un interlocuteur unique qui puisse justement avec lequel
ils puissent interagir. Parce que ce n'est pas toujours simple et parce qu'effectivement, la question de l'enfance, qui est malheureusement pas traitée suffisamment, il manque énormément de places de crèche, par exemple, il manque plein de sujets. Elle est traitée à la fois au ministère de la Santé, vous la retrouverez au ministère de la Justice, avec la DPJJ, vous la retrouverez aussi au ministère, des Familles, etc., etc. Ensuite, après, effectivement, on peut toujours questionner l'organisation. L'organisation actuelle, notamment un haut commissariat, on voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui, c'est une sorte un peu de gadget. Oui. Moi, je prends l'exemple, alors on va dire que peut-être je charge trop François Bayrou, mais quand vous regardez le haut commissariat au plan, il y a eu 15 rapports en 3 ans. Est-ce que c'est logique que les Français payent une administration avec de nouveaux fonctionnaires alors qu'on a toujours plus de fonctionnaires dans notre pays, toujours plus de dépenses de fonctionnement, toujours plus d'impôts pour des résultats qui sont aussi médiocres? Quand même 15 rapports en 3 ans, ça ne me paraît pas être quelque chose de suffisant en termes de politique publique pour pouvoir porter un sujet aussi crucial que là pourrait être l'enfance. Joseph